Personne qui sont venus écouter son romance dans les pantoufles. Il est dans les pantoufles, nous on n'est pas tous, mais il va nous y mettre, je pense. Voilà, donc merci beaucoup d'être là parmi nous, sur l'invitation de Romain. Merci à toi Romain. Et donc un bon petit moment tous ensemble, et avec lui en particulier. Merci. Et merci à vous. Merci. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi, de se retrouver à la librairie L'Ivresse. Donc remercier la librairie, Michel, Laure, Barbara, Laurence pour leur accueil. Et pour cette première étape d'un week-end en pantoufles qu'on va passer en compagnie de Luc Michel Fouassier. Si certains d'entre vous souhaitent prolonger en sa compagnie le moment partagé cet après-midi, vous pouvez venir ou conseiller à des amis de venir demain matin à la bibliothèque de Pujol à partir de 9h30 jusqu'à midi. Je voudrais, Luc Michel, te remercier d'avoir accepté cette invitation avec bonne humeur, avec enthousiasme, et surtout de l'avoir honoré, cette invitation, malgré des circonstances très particulière, très douloureuse pour toi ces derniers jours. Donc un immense merci à toi, et je suis très content que tu sois venu. J'ai préparé comme d'habitude à chaque fois qu'on reçoit des auteurs beaucoup de questions. N'hésitez pas à m'interrompre pour poser vos propres questions, et avant de te poser la première, voilà, je te laisse la parole si tu veux dire un petit mot. Écoute, je te remercie Romain, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Je découvre un endroit où j'étais jamais venu, Villeneuve-sur-Lot, Pujol, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça fait partie pour moi de l'aventure éditoriale. Il y a l'aventure de l'écriture et puis il y a l'aventure éditoriale. C'est deux choses qui sont étroitement liées mais qui sont quand même différentes. Et pour moi, c'est pas négligeable l'aventure éditoriale. Ça sous-entend rencontrer des personnes parce qu'on s'enrichit toujours de ça. Et je suis vraiment heureux d'être là, et comme tu l'as dit, ça me fait beaucoup de bien par rapport à ce que j'ai vécu ces derniers jours-là. Donc merci à toi vraiment de tout cœur de cette invitation, et d'autant plus que ça m'est arrivé d'être invité à d'autres endroits, mais là j'ai senti réellement quelqu'un qui avait un goût pour la littérature, un goût pour l'autre, envie de découvrir, et ça c'est précieux, donc je ne me voyais pas ne pas venir. Merci. Et merci à la librairie de nous accueillir aussi. C'est important, une librairie. Je prends encore un peu la parole, mais c'est précieux, une librairie qui se bat pour les auteurs, une librairie indépendante, une librairie qui assume ses choix littéraires, qui connaît, entre guillemets, ses produits, comme un bon caviste connaît ses vins, parce que voilà, on connaît ses lecteurs, on connaît les clients, on connaît les bouquins qu'on a pu recevoir, et voilà, on peut orienter le lecteur. C'est un geste culturel important, un geste commercial important, parce qu'il y a quand même l'aspect commercial, mais on ne peut pas orienter un lecteur vers quelque chose qui ne lui plaira pas. Faut se battre pour ça, parce que quand une librairie ferme, c'est dur pour qu'elle rouvre un jour. Donc ayons toujours le réflexe de défendre le libraire indépendant comme ça. C'est essentiel, on l'a dit souvent ces derniers temps, mais c'est pas un vain mot. Alors tu as parlé du goût de l'autre, du goût de la rencontre. Un des intérêts de faire venir les auteurs et d'organiser des rencontres avec les auteurs, c'est, en plus de parler du livre, de découvrir une personne, une personnalité. Ça va être ma première question. Est-ce que, avant qu'on parle des pantoufles, tu pourrais nous parler de ton parcours d'écrivain, mais aussi d'homme, finalement, avant de chausser tes charentaises, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait? Bien, j'ai une énorme chance dans ma vie, et ça a peut-être été le point de départ de ma vie littéraire. C'est que mes parents, qui étaient quand même des personnes modestes, qui n'avaient pas une situation miséreuse, mais qui n'avaient pas une situation idyllique non plus, avec mon papa qui travaillait, ma maman était mère au foyer, parce elle avait 3 enfants à élever, mais une chose qu'ils nous ont dit un jour: on ne vous refusera jamais l'achat d'un roman. J'ai 2 frères aussi qui lisaient. Tant pis, on mangera des pâtes, mais par contre, si vous avez un jour un roman, on vous l'achètera toujours. Et ça a été la porte ouverte à un monde merveilleux,
on avait crédit ouvert pour les romans. On n'en a pas abusé avec mes frères, parce qu'on avait quand même conscience que c'était pas facile à la maison. Toi, l'avantage en tant que petit dernier, c'est que tu avais déjà les romans En plus, des j'avais frères. les romans des frères et leurs conseils, les conseils de mon père. Et ça, c'est déjà la porte ouverte vers un monde entier, et le monde de la littérature, de l'écriture. Et j'ai vu beaucoup mon père lire au petit déjeuner le matin. Pourtant, le matin, il commençait tôt, mais il y avait quand même une demi-heure, alors qu'il se levait tôt. Il y avait une demi-heure consacrée à la lecture. Il déjeunait et il lisait en même temps. Et quand tu vois ça, quand t'es gamin, tu te dis, mais il doit se cacher quelque chose là-dedans, derrière les bouquins. Après, j'ai eu mon parcours, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études de pharmacie, ça et tout, avant de me tourner vers l'enseignement. Mais au moment où j'ai fait mes études de pharmacie, j'étais tellement baigné par les formules chimiques, les choses un peu rébarbatives comme ça, qu'il m'a fallu une soupape. Et la soupape, ça a été la littérature. J'ai davantage lu à ce moment-là, j'avais 18 ans, 19 ans, et j'ai commencé à écrire des tout petits textes. Il se trouve que mon frère aussi est auteur, et à l'époque, il écrivait déjà, il avait déjà écrit des romans, mais qui n'étaient pas publiés. Mais il savait déjà mener un roman, enfin, il avait déjà, pour moi, c'était déjà incroyable, il était capable d'écrire 200, 250 pages, et j'ai eu l'audace de lui montrer un peu ces petits textes. Et en fait, il m'a pas cassé, il regardait le petit carnet dans lequel j'écrivais ces textes, bon, rien, et tout d'un coup il s'est arrêté sur un page, il dit, ah, ça c'est bon, ça. Il dit, ah, t'as écrit un truc, c'est bon, là. C'est quand t'as le frangin qui te dit ça, et qui a 50 plus que toi, et qui écrit depuis un petit moment, qui avait déjà envoyé des manuscrits d'ailleurs à des éditeurs, qui avait une réponse de Jean-Marc Roberts, personnifiée, écrite à la main, de 2 pages, il avait envoyé un roman à 18 ans, mon frère, 17-18 ans. Il a pris ça comme un refus terrible, mais en fait, il y avait déjà une réponse de Jean-Marc Roberts qui l'engageait à continuer, même si c'était pas encore abouti. Et mon frère, qui a eu une réponse d'un éditeur, qui me dit que mes 4 petites lignes, et c'était rien, hein, je l'ai encore le texte en mémoire, hein, c'est très simple, hein, c'était départ, des pas, dépit, des pleurs. Et il a lu ça, il m'a dit, ça c'est bon, là il y a quelque chose. Et d'ailleurs, voilà quoi, enfin ça m'a donné confiance, puis après il y a eu les rencontres avec les auteurs, rencontre par le livre. Hein. Et alors, ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est qu'un des livres qui m'a vraiment marqué dans mon parcours de lecture, et je devais avoir 20 ans, 21 ans, c'est Monsieur de Jean-Philippe Toussaint, qui m'a beaucoup plu comme livre. Il y en a d'autres qui m'ont beaucoup plu, mais celui-ci m'avait beaucoup plu. Et surtout, il faisait 110 pages. Et si on est capable, on peut écrire un bouquin de 110 pages qui marque quelqu'un, parce que moi, il m'a marqué, il m'a vraiment beaucoup plu. C'est que c'est 110 pages, c'est plus des 300 pages du bouquin qu'on peut étudier, ou 250 pages, ou des groupes. Ah bon, on peut faire un bouquin de 110 pages qui marque. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier roman. C'est 110 pages de pouvoir les tenir. Donc finalement, les textes que tu écrivais étaient très courts, les romans qui te marquaient étaient courts, donc goût pour la forme courte. J'ai un goût pour la forme courte, de toute façon, quand j'écris, si j'ai le choix entre pouvoir dire quelque chose en 3 pages ou le dire en 3 lignes, je choisirai toujours les 3 lignes. L'économie de moyens. Il y a quelque chose qui m'a marqué, et ça n'a rien à voir avec la littérature, c'est le guitariste de Police, le groupe Police, Andy Summers, qui disait qu'il avait travaillé énormément cette technique de guitare, et qu'un jour il avait arrêté de travailler cette technique de guitare. Parce qu'il disait, trop travailler, ça peut tuer la créativité. Et je suis arrivé à un tel point que maintenant, il vaut mieux simplifier, et il a toujours été pour la simplification. Ça a plutôt pas mal marché, Police, je crois. Et moi aussi, je pense que si on peut simplifier, c'est bien. Pour moi, j'aime cette efficacité de la simplification, de faire court. Voilà. Donc, j'ai une attirance pour les textes courts. Et puis, d'autant plus aussi que j'ai commencé à être publié dans des revues de nouvelles. Et donc, c'était des textes courts, par définition, des nouvelles. Et donc ça a été mes premières publications, donc ça marque sur les textes courts, sur la nouvelle. Donc là c'est vrai que Les Pantoufles, publié chez l'Arbre Vengeur, ça t'a finalement offert un public plus large, mais tu as fait d'autres livres avant, beaucoup de recueils de nouvelles. Oui, donc tu veux nous en parler, alors soit globalement, soit en choisir un ou deux que tu veux... Globalement, j'en ai apporté quelques-uns d'ailleurs. Ouais. Hein. Donc en fait, moi j'ai été publié d'abord par des éditeurs belges, des recueils de nouvelles. J'ai eu 4 recueils de nouvelles publiés par l'édition Quadrature, éditeur belge, mais un vrai éditeur, hein. Mais bon, qui n'a pas une diffusion en France, donc difficile. Mais par contre, qui m'a permis de faire mes armes dans le monde de la publication, de rencontrer aussi des lecteurs sur le salon du livre de Bruxelles ou autre.
Et puis après, j'ai été remarqué aussi par un éditeur belge à nouveau, mais de romans, les éditions Luce Viquin, qui malheureusement, au bout de 30 ans d'existence, ont disparu, mais qui m'a publié 3 romans, dont un avait été remarqué. J'avais eu l'occasion, disons, de pouvoir donner le manuscrit à Jean-Philippe Toussaint, qui a eu le prix Médicis, qui est quand même un auteur que j'admire beaucoup. Et je lui avais confié le manuscrit et il l'avait lu. 2 jours après, il m'avait donné une réponse en me disant ouais, ton manuscrit, j'aime beaucoup. Et il a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors moi j'étais fidèle, moi je suis un gars fidèle, donc j'étais chez Luce Viquin, j'ai déjà publié 2 romans chez Luce Viquin, et je ne vais pas demander s'il peut me faire publier chez Minuit. Mais je lui ai demandé une préface. Et il me l'a offerte, il m'a fait une préface, il m'a dit écoute, il est tellement bien ton bouquin que ouais, je te fais une préface. Donc j'ai été. Voilà, je suis très fier de cette préface. Il y a eu comme un adoubement là. Que Jean-Philippe Toussaint accepte de me faire une préface. C'est un homme très rigoureux par rapport au style, à son écriture, et qu'il accepte de me faire une préface, pour moi c'était. Là j'ai eu le. Ça y est, je savais que. Voilà. Je doutais moins de moi à ce moment-là. Même si on doute toujours, hein, parce que. Toujours quand même. On n'est jamais confiant quand on a fini un manuscrit. Ceci dit, je les écris quand même très lentement, donc j'ai le temps de peaufiner. Et donc ces livres, on va préciser pour les gens, comme la maison des éditions a disparu, bah c'est toi qui as récupéré les stocks et tu en as amené. Donc voilà, vous n'aurez pas forcément la possibilité de vous fournir ces livres en les commandant en librairie. Donc c'est l'occasion. Aujourd'hui, il y en a certains, il t'en reste que 3, je crois. Alors j'ai apporté 3 romans lusiliens, donc préfacés par Toussaint, qui sont... Alors, ils ne sont pas tous dans la veine des pantoufles, mais le Zilien, si. Le Zilien, clairement, pourrait très bien être chez l'Arbre Vengeur, et il y a une continuité entre les pantoufles et Zilien. J'ai envie de dire, les 2 personnages sont cousins, quoi. Ça se passe dans le milieu de l'éducation nationale. Un enseignant il aspire à une chose, c'est de coincer la bulle, mais intelligemment, avec poésie, et qui arrive magnifiquement bien. Et c'est l'année scolaire d'un enseignant comme ça, mais traité avec de l'humour, comme les pantoufles. Et en fait, c'est prétexte à un combat. Parce que les pantoufles, il y a quand même malgré tout un combat pacifiste. Il y a quand même c'est un oxymore, un combat pacifiste, mais un combat quand même. Une lutte derrière la pantoufle, derrière le Zilien, il y a une lutte contre le monde qui peut quelquefois nous broyer, laisser peu de place à la poésie, laisser peu de place à la rêverie. Or, pour moi, c'est extrêmement important. La poésie, la rêverie, la glandouille. Qui va trop vite. Ouais. C'est vrai que c'est bien d'aller travailler, mais être allongé sur son lit, vous savez, le drap quand il a, et puis qu'on arrive à passer le gros orteil et l'autre, vous savez, un morceau de drap, puis qu'on se chatouille le doigt de pied comme ça. C'est extrêmement important dans la vie. Mais c'est extrêmement important. C'est des moments qu'il ne faut pas négliger. Ces moments-là sont, je pense, c'est vraiment primordial. Il ne faut pas les négliger. Donc ce livre-là, il est là aussi pour se battre pour ça, pour les gens qui aurait tendance à vouloir nous dire que non, ça compte pas, faut y aller, ça faut performer, performant, perforer presque. Oh, pitié, non. Donc on va en parler de ce livre et finalement des messages entre guillemets qui vont avec et de ce que tu as voulu faire. Juste avant, une question, tu m'as envoyé ton bulletin pour voter pour l'équipe de France des écrivains. Oui. Et dans cette équipe, il y a un certain Éric Fouassier, tu en as déjà parlé. C'est donc ton frère. En ce moment, il connaît beaucoup de succès avec un roman publié chez Albin Michel qui s'appelle Le Bureau des affaires occultes. Tu m'as appris ce matin que sur le site Edistat, il était entré dans les meilleures ventes. Les meilleures ventes en France, oui. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur finalement cette fratrie littéraire? Et puis j'ai lu un entretien croisé entre vous deux, où finalement vous avez des manières d'écrire très différentes. Lui, il peut écrire 20 pages par jour, alors que toi, tu vas toujours retravailler, et sur une même journée, la demi-page, avant de passer à autre chose. Eric, déjà, il a écrit avant moi, il a publié avant moi, donc pour moi, c'est une figure un peu tutélaire. C'est important, même si maintenant, d'ailleurs, les pantoufles, il ne les a pas lus avant qu'elles soient publiées. Mais mes tout premiers bouquins, c'est lui qui avait le premier regard dessus. Il écrit totalement, de façon totalement, comme tu l'as dit, totalement différente de moi. Lui, c'est un raconteur d'histoire. Il aime les péripéties, il aime créer des scénarios, parce que scénario, c'est francisé, scénario. Il
il y a des bouquins, c'est des bouquins à rebondissement, donc pas du tout comme moi, on n'a pas du tout la même approche de la littérature, de l'écriture, donc c'est bien, comme ça on n'est pas rivaux. Mais lui, il est capable vraiment de faire des scénarios très, très élaborés avec des rebondissements. Il se trouve que ça plaît au grand public, c'est quand même quelque chose de plus facile peut-être. Là, il a eu le prix des maisons de la presse il y a 15 jours. Donc il a en principe un magnifique bandeau rouge. Toi, tu l'as eu avant. Donc, Ouais. mais je suis très fier de son succès. Là, il va être adapté même. Apparemment, il y a des producteurs qui l'ont déjà qui l'ont acheté les droits, donc il sera adapté vraisemblablement sur Netflix. Comme ça, il veut lancer une grande série. Lui, en fait, son principe, c'est donc roman policier historique. Et là, il entame une série comme ça où c'était le personnage récurrent de Valentin Verne, un enquêteur dans les années 1830, et qui en fait chaque tome mettra en avant une invention de cette époque-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'inventions. Là, ça parle de l'hypnose, mais après, il y aura les daguerreotypes, il y aura des choses comme ça. Dans chaque tome, il y aura une invention qui sera mise en avant, et donc on trouvera ce personnage récurrent. Voilà, mais Eric me dit souvent, moi je suis un auteur, et il me dit, toi t'es un écrivain. C'est pas pareil. Bon, bah ça, il me flatte beaucoup quand il dit ça. C'est un gars sympa, mon frangin, finalement. Il est gentil avec moi. Non, mais c'est vrai que oui, c'est un compliment. Il me dit, toi t'es le styliste de la famille. Pourtant, lui, il sait écrire. Hein. D'ailleurs, Albin Michel, et même avant il était chez Lattès, n'arrête pas de lui dire, mais simplifiez, grand public, lui il tient à ce qu'il y ait une qualité d'écriture comme dans ses textes, et il dit, mais toi tu peaufines, ça le fait rigoler, parce que lui des fois il arrive à écrire 10 pages dans une journée, 15 pages, moi au bout d'une page j'arrête, je suis déjà fatigué, et je retravaille chaque phrase beaucoup, ce qui fait qu'en fait quand je donne mon manuscrit, et ça a été le cas pour les livres précédents, à l'éditeur, il y a très peu de choses à changer dessus. Et quand moi c'est mis dans le manuscrit, c'est que j'y ai réfléchi un paquet de temps dessus. Donc c'est une autre écriture différente. Et lui, si lui on lui donnait la possibilité de l'écrire en 2 mois, il signerait. Et moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime vivre avec mon livre pendant 1 an au moins. Avec mes personnages, avec mon personnage, avec la situation. Ça, c'est important pour moi parce que je ne pourrais pas lâcher un livre en 2 ans. Je vis une aventure avec ce livre de la première ligne jusqu'au moment où je vais le présenter à des lecteurs. C'est peut-être plus rattacher ma vie intime qu'Éric. Le livre fait fusion avec ma vie. Donc avant de parler du livre proprement dit, une dernière question. Ton livre, il est sorti le 3 septembre dernier, et le contexte sanitaire t'a privé de beaucoup de choses, parce que toutes les possibilités de rencontres en librairie, en bibliothèque, de se retrouver, d'échanger avec les lecteurs, tu n'as pas pu le faire, ou alors moins que si j'ai pris un peu en septembre parce qu'il y avait encore des choses ouvertes. Après ça a repris un peu en décembre, puis à fleur des confinements ça a refermé, ça. Mais heureusement il y a eu quand même des rencontres. Mais surtout ce qui a été bien, c'est que les libraires, et notamment les libraires indépendants, s'en sont beaucoup emparés, et donc il a été énormément coup de cœur dans beaucoup de librairies. J'ai collectionné les photos, quand j'avais sur Facebook, super, coup de cœur à tel libraire, mais dans la France entière, j'étais épaté, ça. Par contre, parce que l'Arbre Vengeur, c'est un petit éditeur par les moyens. Je me disais, tiens, il aura pas même si le bouquin commence à fonctionner, il n'aura pas la capacité de le défendre partout. Et si, il a été présent vraiment dans beaucoup de librairies. Et ça, avec le message que c'était un livre pour briser la morosité du confinement. Finalement, c'est un confinement à l'extérieur, les pantoufles. Donc ça allait bien avec les choses qu'on a pu vivre. Donc le livre a quand même remporté quand même un petit succès. Et en plus j'étais très heureux parce qu'il y a eu des articles dans Le Monde, dans Libération, dans le Matricule des Anges. J'étais... Parce que ça c'est des références au niveau de... Pour un auteur, on a tellement lu des articles sur des bouquins dans ces journaux que quand on se voit dedans, on est vraiment heureux, quoi. Et c'est vrai qu'avec les éditeurs belges, j'avais pas cette occasion-là, parce que ça restait quand même très centré sur la Belgique. Donc ça a été de grande joie pour moi. Mais bon, le confinement, c'est sûr, a freiné un petit peu les choses, mais enfin, il a quand même eu plusieurs tirages, donc il fonctionne, ça continue à fonctionner. Et puis c'est intemporel, les pantoufles. C'est l'avantage, donc je pense que dans 10 ans... C'est indémodable. C'est indémodable, la bonne Charentais, on est bien dedans. Alors on arrive au cœur du sujet et à ton roman. Est-ce que tu peux nous faire un portrait de ton personnage et puis surtout nous raconter ce qui lui arrive dans les premières pages? Comment finalement
il se retrouve drôlement chaussé. C'est un personnage qui commence comme beaucoup de monde et est un peu meurtri par la vie, c'est-à-dire qu'il est pressé le matin, il se réveille, il cherche ses affaires pour partir au boulot, il est en costard-cravate, il trouve pas ses clés, il trouve pas son parapluie, enfin bref, c'est les bandades du matin, il court, il sort de chez lui, il claque la porte, et c'est pour ça qu'il a laissé les clés à l'intérieur, et au bruit que font ses pieds sur le palier, il s'aperçoit que c'est pas le bruit habituel. Il regarde au sol, et il voit qu'il est en pantoufles. Mais il n'a pas le temps d'aller chez un serrurier, il n'a pas le temps d'aller s'acheter des chaussures, il faut qu'il fasse sa journée, il a une réunion brainstorming dans une entreprise où il travaille, dans une société. Il doit y aller à tout prix, donc il y va, mais en pantoufles. Il commence le début de son aventure, parce que finalement, cette réunion se passe pas si mal que ça, voire même plutôt bien grâce à ses pantoufles. Et donc, pourquoi les quitter? Finalement, ils lui ont bien servi ce jour-là, donc il continue, il décide de les garder pour les jours qui suivent. Et il décide d'arrêter le travail pendant quelques jours, de se mettre un peu à l'écart, de faire définitivement un pas de côté pendant quelques jours. Et il va prendre une chambre dans un hôtel à Paris et passer 3-4 jours, en tout cas plusieurs jours comme ça, à déambuler en pantoufles, à aller rencontrer sa famille, des amis, des relations de travail, bref, mener sa vie en pantoufles. Et du coup, ça a été une expérience extrêmement riche pour lui parce qu'il va se rendre compte que le fait de chausser des pantoufles dans la vie courante et dans la vie de tous les jours va modifier le regard des autres sur lui, mais va modifier aussi son propre regard sur la société qui l'entoure. Et donc le roman le met volontairement dans des situations très différentes les unes des autres, mais pour montrer à quel point un petit détail peut changer beaucoup de choses. Et surtout un détail qui n'est pas, entre guillemets, in, quoi. Il n'a pas changé de smartphone, il a juste mis des pantoufles qui existe depuis des générations, depuis des siècles. Et d'ailleurs, il y a même à un moment donné un petit historique de la charentaise à travers les siècles. Ouais. Et donc, voilà. Alors, tu nous en as dit beaucoup finalement sur le roman. Moi, quand on fait des rencontres avec les auteurs, il y en a qui attention les questions, je veux pas qu'on aille trop loin, pas trop dévoiler, donc on va y revenir. Alors déjà, une question technique importante. Quel type de pantoufles il a au pied? Elle ressemble à quoi? Demain, il y aura un concours de pantoufles à la bibliothèque de Pujol. C'est de la charentaise. De la charentaise. Ah, de la charentaise. La pantoufle, c'est de la charentaise. Alors, elles sont de quelle couleur? Alors, les siennes sont évidemment écossaises. Ouais. Un peu fatiguées quand même, parce qu'il y a une petite tache de café ou autre. Il ne se souvient plus bien comment il s'est fait cette tache dessus, mais qui a la forme de l'Amérique du Sud. Donc il y a tout un jeu là-dessus. Voilà, mais bon, sinon, le tissu écossais, plutôt verte dans le roman. Bon, moi, les miennes, elles ne sont pas vertes. Je n'ai pas trouvé. Ouais. Mais ceci dit, j'en dévoile un peu sur le roman parce que j'en dévoile et j'en dévoile pas à la fois. Parce que il y a ce qui est raconté, l'histoire, mais il y a aussi la façon de la raconter qui m'importe plus que l'histoire proprement dite. C'est plus une vision des choses. Et la vision des choses, pour l'instant, je n'ai pas dit grand-chose dessus. Ouais. Elle tient plus par le style, par la construction du livre que par réellement ce qui est raconté. Non. Ma question suivante, elle est sur la notion de risque. Finalement, la décision de ton personnage sur le palier, je prends pas le temps d'aller acheter des chaussures, je l'ai pas, je prends pas le temps d'appeler un serrurier. Est-ce que finalement, l'idée que je vais être ridicule, est-ce que c'est un risque d'être ridicule? Je peux perdre mon travail, je peux susciter la moquerie. Finalement, est-ce que ton personnage, il a tout de suite une conscience de l'implication de sa malchance Alors, finalement, c'est pas forcément complètement dit dans le bouquin, mais comme tu l'as perçu, il en a conscience assez vite, mais en fait, je crois que finalement mon personnage, c'est peut-être moi à travers mon personnage, avait un côté un peu au bout du rouleau. Il fallait qu'il se passe quelque chose dans sa vie. On sent, en tout cas, c'est sous-entendu. Dans sa relation amoureuse. Dans sa relation amoureuse, mais dans sa relation à autrui, aux autres, il était arrivé peut-être à un point où il fallait qu'il se passe quelque chose. Alors, ça se passe de façon incidente, mais finalement, je pense qu'on le ressent, enfin en tout cas c'est comme ça que je voulais le bouquin, sans trop m'appesantir sur les tenants et les aboutissants, parce qu'il ne faut pas trop expliquer les choses, sinon ça devient lourd. C'est surtout moi ce que j'aime pas en littérature et dans l'écriture, c'est le côté lourd. Il fut un temps, j'ai organisé un concours de nouvelles, et j'étais dans le jury, on recevait beaucoup de nouvelles amateurs, il y avait
il y avait souvent, j'ai demandé à un auteur, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des auteurs renommés qui ont été présents du jury, Franz Barthelt, Jean-Marie Blas de Robles, Jean Rouault, enfin les gens comme ça, Yves Simon, Eric Holder, enfin bref. Et c'était souvent le reproche qu'on faisait à des nouvelles d'auteurs pas encore tout à fait confirmés, ou qui étaient, pour certains, un peu balbutiants dans leur pas dans l'écriture, c'est que c'était lourd parfois, ils voulaient trop expliquer des choses. Et surtout dans une nouvelle, ça fait mal, dans une nouvelle. C'est une ligne tendue, la nouvelle. Et quand on veut trop expliquer les tenants et les aboutissants, ça devient lourd. Et dans le roman, je ne voulais pas trop expliquer, mais je voulais quand même qu'on sente que le personnage, finalement, s'en arrangeait bien du fait de... Et ne prenait pas ça comme quelque chose de catastrophique. Et finalement... une sorte d'acte manqué voilà, pour exactement. déclencher quelque chose dans exactement. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'assez vite, il prend la décision de le garder. Ouais. C'est que quelque part, ça devait germer. Je ne savais pas encore quelle forme ça prendrait, mais on sent que. Enfin, je pense qu'on sent que si ça n'avait pas été les pantoufles, ça aurait été autre chose. Mais... Et finalement, ces aventures successives, elles peuvent presque être perçues comme des petites nouvelles dans le roman. La première épreuve, peut-être que tu peux nous en parler un peu plus, c'est qu'il va devoir, avec ses pantoufles aux pieds, prendre le métro. Alors là aussi, le risque, il est relatif. Prendre le métro avec des pantoufles à Paris, on peut penser que ça va passer plus inaperçu que traverser le marché de Pujol le dimanche matin. Donc voilà, il a ses pantoufles et il doit prendre le métro. Oui, et il le prend. Hein. Ouais. Mais finalement, ça se passe quand même pas trop mal. Ouais. Ce premier contact, quand même, ça va, il voit bien qu'on le regarde un peu, mais ça passe bien. La plus grosse épreuve, quand même, c'est la suivante. C'est le travail. C'est la réunion brainstorming. Où là, il y a des gens qui se gargarisent de termes et tout. Et pire que les supérieurs hiérarchiques, ce sont les autres, ses congénères dans sa boîte, dans son entreprise, ceux qui sont à peu près au même échelon que lui. Ce sont ceux-là qui ont le regard le plus dur sur lui, et peut-être les mots les plus difficiles. À la limite, la hiérarchie, ça se passe très bien, au contraire. Alors que lui s'inscrit dans la douceur, et même, c'est une des conséquences, dans le silence, quand il arrive au travail, personne ne le remarque, personne ne le remarque, oui. Parce que quand on marche en pantoufles, ça fait pas de bruit. C'est-à-dire qu'il ne devient pas l'homme invisible, mais il devient l'homme silencieux. On ne l'entend pas venir et il arrive à monter aux étages sans même qu'on fasse attention à lui parce qu'on ne l'entend pas, et les chaussures ne claquent pas sur le sol. Et il s'en accommode bien, et là il se dit tiens, il en a conscience, il s'en rend compte qu'il est l'homme silencieux. Et au cours de cette réunion, il a même il brille. Il brille. Finalement, ces pantoufles deviennent presque, les stars de cette réunion, parce qu'on doit réfléchir sur un projet, et lui, finalement, il arrive à s'en sortir en évoquant ses pantoufles et en montrant que, il faudrait s'inspirer du fait comme la pantoufle, quoi, de ce qu'elle peut être chargée de symbolique. Donc, et finalement, il sort très très bien de cette réunion et est vanté par la supérieure. Et voilà, ça attire des jalousies. Mais pourtant, en ayant une attitude et un comportement qui, finalement, au départ, pourrait être pris comme de la provocation, ou en tout cas mal perçu, quoi. Mais ça le sert bien, ces pantoufles. Donc il continue après. Et donc, le vrai geste, finalement, après cette réunion, on se dit, en début de journée, il était pressé, il n'avait pas le temps d'aller acheter des chaussures, mais finalement, c'est en sortant de cette réunion que ça devient un geste assumé de devenir cet homme en charentaise. Et alors là, il va aller dans un hôtel où il va faire la rencontre du personnage secondaire important du roman, un réceptionniste. Est-ce que tu peux nous en dresser le portrait de ce... Oui, je dirais que c'est la part la plus optimiste du livre. Ouais. Parce qu'on aurait pu le trouver isolé, le personnage tout seul, et confronté au monde qui l'entoure, et lui avec ses pantoufles. Et je trouvais ça trop triste. Et il rencontre donc ce gardien d'hôtel, ce réceptionniste, qu'il va surnommer très vite Buster Keaton, parce que... Il lui ressemble, il tire toujours la tronche comme Buster Keaton, et va se créer une connivence entre les deux personnages, parce que Buster Keaton, c'est aussi sa façon un petit peu de résister au monde qui l'entoure, de ne pas laisser passer ses émotions, et donc ils vont sympathiser, et même cette sympathie va les amener à partager des choses, et notamment
mon personnage va rencontrer d'autres personnes qui, à leur façon, luttent contre le monde qui les entoure et qui font partie d'une confrérie, la confrérie des farfelus. Alors, il y en a un qui a décidé de ne plus jamais parler. À partir de 1933 et de ce qui se passe dans le monde, il dit ce qui est passé après, c'est plus possible, c'est pas acceptable, et donc je m'arrête à 1933. Voilà, il y a des personnages comme ça qu'il va rencontrer, et donc il va se sentir moins seul. Il va se dire, tiens, d'autres personnes aussi résistent finalement à leur manière au monde qui nous broie, ou qui nous entoure, au monde dur qui nous entoure. C'est un extrait que j'ai noté. Le réceptionniste, le fameux Buster Keaton, il lui annonce qu'il est ravi de rencontrer, entre guillemets, une personne comme lui. Et alors là, j'ai noté l'extrait. Je lui demandais ce qu'il entendait par une personne comme vous, une personne qui ne suit pas le troupeau, qui n'hésite pas à lutter contre le consensus ambiant, bref, un individu qui ne craint pas d'affirmer son originalité en dépit du regard des autres. C'est un fameux moyen que vous avez trouvé là de vous soustraire, dit-il en désignant mes chaussons de son menton. Donc il trouve voilà un complice. C'est bien dit, hein. Ouais, je crois, c'est bien écrit. Je peux pas tellement en ajouter, parce que c'est vrai que mais c'est bien d'avoir trouvé ce passage, parce que c'est vrai qu'il résume à lui tout seul un petit peu comment dire, le but du livre et vraiment l'enjeu du livre, quoi. Donc, et l'enjeu de ce personnage, de la création de ce personnage. Si j'ai créé ce personnage, c'est vraiment pour ça. C'est pour une lutte pacifique, comme je disais tout à l'heure, pour quelque chose qui on veut pas continuer de la manière dont on voudrait nous l'imposer. Enfin, c'est un pas de côté. Un pas de côté. Un pas de côté. C'est un pas de côté, mais sans violence, sans forcément de revendication, mais un pas de côté. À la manière d'ailleurs, je vois que tu as le livre en main. Le réceptionniste, dans son hôtel, il est en train de lire un livre sur un autre personnage qui sort finalement du chemin. C'est le personnage, alors Bartleby, je sais pas comment il faut dire, d'Herman Melville. Donc est-ce que tu peux nous dire quel peut être le parallèle, peut-être pour les gens qui ne connaîtraient pas Bartleby, entre ton personnage en pantoufle et puis celui qui répond « I will not prefer to ». I would prefer not to. I will prefer not to. Tout ce qu'on. Je sais pas, oui, si Bartleby, vous connaissez d'Herman Melville, donc qui a écrit Moby Dick, mais qui a écrit ce petit. Alors Moby Dick, c'est comme ça, et là c'est. Petit roman ou longue nouvelle, un peu comme les pantoufles. Bien dans Bartleby, c'est un scribouillard, un employé de bureau, voilà, qui est obligé de faire un travail de secrétariat, manuscrit à l'époque, bon. Et un jour, son patron lui demande de travaux, d'écriture, comme ça. Et lui répond « I would prefer not to ». Je ne préférerais ne pas. Je préférerais ne pas. Tout est dit dans cette phrase-là, dans ce petit texte. Il ne dit pas non. Il ne résiste pas de front. Voilà, mais je préférerais ne pas. Et à plusieurs reprises dans ce petit livre, il répète cette phrase, je préférerais ne pas. Et donc c'est ce personnage qui est donc en marge avec cette phrase, il se met en marge avec cette phrase et qui résiste à sa façon et suscite bien des questionnements de la part des personnes qui l'entourent, comme un peu mon personnage aussi, qui suscite des questionnements, notamment dans sa famille, auprès de sa femme, de sa fille, etc. Donc quand j'ai écrit Les Pantoufles, clairement j'avais Bartleby en tête. C'est-à-dire que je me suis reconnu dans ce livre. Alors, je ne vais pas vous faire un Bartleby bis, mais je me suis dit, j'aimerais bien que mon livre s'inscrive dans la lignée. Bon, dans la modestement, lignée, parce que de désobéissance civile. Voilà, l'écriture ici est très forte. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai fait un truc aussi bon que ça, mais en tout cas, je vous le conseille vivement. Si vous ne l'avez pas lu, Bartleby, c'est génial comme bouquin. C'est vraiment très très bon. Mais en tout cas, il y a un cousinage. Ça, c'est pas par. Je le dis en toute humilité, je veux pas. Mais voilà, je pense qu'on pourrait les classer. Il y a des gens, ou je sais pas, des fois, il y a des libraires qui mettent un livre pour rigoler, un livre pour. Ceux-là, je pense qu'il faut les mettre. Ce sont des cousins. Voilà, ils sont cousins, je pense, parce que voilà. Comme on pourrait mettre aussi Monsieur de Jean-Philippe Toussaint, qui serait très bien aussi à côté avec. Et puis Monzigny. Il y a une lignée là-dedans de personnages un petit peu, voilà, qui décident de faire un pas de côté. Alors l'étape suivante,
il y a 2 étapes même suite à l'hôtel. Il décide d'aller au Louvre, où il va susciter la curiosité des visiteurs, et puis une partie de tennis qui va, de manière inhabituelle, face à son ami, il va remporter cette partie de tennis. Alors là, ça va être une question sur, finalement, le pouvoir déstabilisant des pantoufles, et finalement, est-ce que les gens se comportent de la même manière en fonction d'un petit objet. Il y a Nicolas qui m'a prêté récemment L'homme à la bombe de Christian Roux. Bon, c'est un objet autrement plus dangereux que des pantoufles, mais finalement, est-ce qu'un petit détail, quelque chose qu'on porte sur soi, ça peut tout changer dans la... Déjà, dans le passage du tennis, la partie de tennis, il perd toujours contre son copain, là, et il va quand même jouer sa partie. Mais il y a un passage important juste avant, c'est qu'il va se fournir en matériel, parce qu'il n'a rien. Donc il va aller s'acheter une raquette, la tenue, qui va bien. Un magasin, une grande enseigne sportive, que tout le monde aura reconnu avec des lettres blanches sur fond bleu, ou bleu sur fond blanc, enfin bref, une grande surface de sport. On a compris. Voilà, et la vendeuse veut à tout prix lui refourguer des chaussures. Mais alors les chaussures de tennis, c'est terrible, parce que maintenant ça devient des Lance Rockets, quoi. C'est des choses avec des semelles, des couleurs, des nains. Et lui n'en veut vraiment pas. Et là déjà, tiens, mais attends, vous avez la raquette, oui mais non, mais les chaussures. Non. Quand on a les chaussures fluo de Nadal, on a déjà gagné la moitié du match. Voilà. Donc lui il reste avec ses chaussures. Et ben pour l'anecdote, ça c'est très. Cette scène m'est venue parce que moi-même je joue au tennis. Alors ça n'a pas beaucoup de rapport avec la littérature, ce que je vais vous raconter, mais c'est plus pour donner pourquoi j'ai mis cette scène et l'inspiration. C'est qu'à un moment donné, j'ai acheté des chaussures. Et puis j'ai acheté les chaussures, aveuglément, je faisais confiance aux marques, les grandes marques, tout le monde en reconnaît aussi les marques sportives qu'on peut rencontrer. Et puis j'ai acheté les chaussures que je trouvais mal adaptées quand je jouais sur quoi, j'étais pas allé de plus en plus lourd, de plus en plus des gros trucs. Et je voulais retrouver les chaussures de ma jeunesse, les spring courtes, ça n'existe plus la marque, les petites chaussures toutes simples de tennis. Et il a fallu que j'achète le modèle de base de l'enseigne pour me sentir bien dans les chaussures et qui valait 3 fois moins cher que les autres chaussures. Je me dis, mais on est venu dans quel monde? On achète des chaussures 3 fois plus chères, elles vont moins bien. Les petites semelles toutes simples. Je me sentais léger. Et ce sentiment-là, je me dis, les pantoufles, ça serait la même chose, quoi. Pourquoi pas jouer avec des pantoufles? Et donc, effectivement, il arrive devant son copain et il va mener cette partie. Travailler en Angleterre, lui, un style très revers coupé. On peut pas lifter comme une brute à un Nadal avec des pantoufles. C'est un revers coupé, fatalement. Le glisser long de ligne, comme la pantoufle, ça glisse long de ligne. Mais du coup, ça va changer toute la donnée, et surtout le regard de son adversaire, qui va être totalement déstabilisé par ce gars qui joue finalement de la même façon, qui est pareil, sauf qu'un peu plus léger quand même sur le court, et il va s'en sentir complètement démuni. Donc c'est pas seulement un objet, c'est pas seulement de façon intellectuelle que ça peut interagir, ça interagir de façon intellectuelle, mais même dans le corps, quoi. On n'est pas pareil avec des pantoufles, on n'est pas pareil quand on s'est libéré des menottes qu'on peut nous mettre. C'est une symbolique le tennis, mais c'est les menottes qu'on nous met. Une fois qu'on s'en est libéré, des choses qu'on ne croyait pas possibles arrivent. Et c'est le sport où l'aspect mental, l'aspect travail sur soi-même est peut-être le plus important. Ah bah oui, parce que là, il y a une déstabilisation totale de l'adversaire, et lui-même s'en rend compte, le personnage, et voilà, et donc ça le conforte dans cette idée que faut pas être dans le moule. Alors maintenant qu'on en a dit un peu plus sur le roman, je voudrais qu'on revienne à son origine. À quel moment tu as eu l'idée, je vais écrire cette histoire d'un type en pantoufle dans ta tête, le déclic? Est-ce que c'est une histoire que tu avais depuis longtemps, depuis peut-être plusieurs décennies même, ou est-ce que il y a 2-3 ans tu t'es dit je vais écrire cette histoire? Ça faisait déjà, avant même que j'écrive la première ligne, je savais que le prochain livre que je voulais écrire, je voulais qu'il soit court, première chose, qu'il soit un peu une ligne tendue comme ça, comme peut être Bartleby, avec un personnage en marge, un personnage un peu qui se bat contre le monde qui nous entoure, le monde un peu brutal, ce qui est brutal dans le monde qui nous entoure. Le monde du travail, de vitesse, des relations, de vitesse, de conformisme. C'est très brutal, le conformisme, mine de rien. Même si on peut croire que c'est une solution de facilité, je suis comme les autres, c'est extrêmement brutal de se battre contre soi-même. C'est ça le conformisme, finalement. On se bat contre soi-même. Donc je voulais un livre comme ça où le personnage mènerait un combat, mais pas un combat violent, pas un coup de revendication, un combat
feutré. Et bon, mais je pensais pas encore aux pantoufles. Mais je savais qu'il fallait une situation qui le mette en marge. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être un personnage qui décide de s'exprimer différemment. Ça pourrait être l'idée d'un prochain bouquin d'ailleurs. Un personnage qui décide de, bah tiens, je ne vais pas manier la langue de la même façon que je la manier. Ça n'a pas été l'idée. En fait, l'idée m'est venue parce que depuis quelque temps, j'avais une paire de pantoufles que mon épouse m'avait achetées. Je ne sais pas pourquoi elle me les avait achetées d'ailleurs. Elle traînait dans ma table de nuit. Avec une table de nuit ouverte. Elle était là, inutilisée. Et un jour, j'ai jeté le coup d'œil dessus. Et puis, je sais pas comment c'est venu exactement. Mais c'est ça qui m'a inspiré. Donc, ouais, c'est ça c'est bon, ça. Il y a à écrire le bouquin. Après, le bouquin s'est construit avec des scènes. J'ai dit, je veux une scène dans le monde du travail. Quand il est baigné dans son monde du travail. Je veux une scène avec sa famille. Il y en a une. Je veux une scène... je veux qu'il y ait quand même, qui rencontre d'autres personnes qui soient un peu en marge. Voilà. Il y avait des scènes, mais c'était pas construit. Une scène qui est marquante dans le livre, c'est quand il se rend à cette fameuse soirée, qu'il rencontre un galeriste, et alors là, le galeriste va le prendre pour un performeur, quelqu'un qui accomplit un acte artistique. Alors là, on sent toute ton acidité, ta critique de l'art contemporain. Bah oui, qu'est-ce que tu peux être assez... Sarcasme, voilà. Sarcasme, bah alors, oui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce geste artistique de porter des pantoufles, cette rencontre avec le galeriste? Bah là aussi, ça me tenait à cœur d'en parler. Là, ça me tenait à cœur parce que c'est tout bête aussi. Là. J'ai mon père qui fait de la peinture. Il peint. Et il peint humblement, mais il peint des tableaux figuratifs. Il peint bien, mon père. J'ai pas honte de... Enfin, je vais pas dire, oh, bah, il peint, il fait ce qu'il... Non, il peint bien. C'est un très bon peintre. Sauf que, bon, il a jamais mené... Bon, il a fait son métier, et puis il a jamais pu mener une carrière artistique. Et je sais que ça a été une frustration chez lui, ça a été une tristesse de ne pas pouvoir, mais bon, il n'était pas dans les milieux artistiques, ça. Mais un jour, j'avais fait encadrer un de ses tableaux à Paris. Et puis un jour, je passe devant une galerie d'art à Paris. Il faut aller voir la galerie d'art à Paris. Je sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Paris, il faut une galerie d'art. Franchement, je vais choquer. Il y avait de la merde en vitrine, quoi. Je veux dire, mon fils de 3 ans, il disait la même chose, quoi, quand il avait 3 ans. Quoi. Tourne le tableau, je regarde ça. Je vois le tableau, je sens le tableau, je regarde. Et je vois passer une dame là, qui est un peu comme ça, un peu... Qui vient me voir, je dis, ah, quand même. Ah oui, oui. Ah, mais ça, vous vous rendez compte, c'est quand même... Il a commencé à me vanter l'autre truc qui était de la daube. Ah oui, il y a un moment donné où... Moi, je trouve quand même que avant le geste artistique, il y a le geste de l'artisan. Un petit clin d'œil à Denis. Lisez la bande dessinée Le Chien qui louche, là-dessus. Étienne Davodo. Ouais. Formidable. Ah, qui est là, bande dessinée. Denis, il est là, ouais. Ah, d'accord. Mais moi, je crois que avant tout geste artistique, il y a le geste de l'artisan. Il y a le travail, il y a la main, il y a le... et ça ne s'arrête pas à ce geste-là. Le geste artistique, il y a autre chose, je pense. Voilà. Mais il y a quand même une technique, il y a quand même un travail, il y a quand même quelque chose qui doit être là. Moi... 3 coups comme ça, peinture rouge sur un fond blanc, bon, stop, quoi. Donc, ça m'avait... Je te cite, hein, l'artiste doit se positionner, faire son choix, créer, c'est choisir. Et choisir, prendre un risque. L'œuvre ou l'acte? Ouais. C'est ce que tu dis. Oui, je pense que, oui, il y a l'œuvre... il faut... oui, cette scène, elle est vraiment là pour rendre justice à mon père et à toutes les personnes comme lui, quoi. Où il n'y a pas d'intellectualisme, de trucs, voilà, où il y a des gars qui triment, qui suent sur leur toile et qui... Attention, hein, ça ne veut pas dire que tout doit être laborieux, hein, un tableau ça va être enlevé, il faut quand même que... Moi, ce que fait mon père, j'en serais incapable. J'en ai des tableaux sur mon téléphone. Je peux t'en montrer un. Je t'en montre un. J'en montre un. En montrer un. Je sais pas, ouais. Si tu veux. Eh oui, sérieux. Attends, je vais te montrer un tableau. Je pense qu'il sait peindre. Un peu. Mais bon, pour certains, c'est pas ce qu'il faut peindre. Il y a 2 lieux d'exposition à Pujol, pourquoi pas, une idée de... Tiens, ça c'est un tableau d'Istanbul, de nuit. Je pense qu'il sait peindre. Là, le travail sur la lumière, sur les reflets, sur les... Si tu veux bien. Ouais, je vais vous montrer un tableau de mon père. Ça me fait plaisir de lui montrer. Mon père, en ce moment, il n'est pas dans les grands jours. Je pense qu'il sait peindre.
Les gens dans les galeries à Paris, Oui. ils voient ça, ils vous disent C'est figuratif. c'est figuratif. Ouais, c'est- ouais, ouais. Ouais, je montre mon classe Istanbul la nuit. Ah ouais, c'est beau, Ah, bonne alors. foi, hein. Bah, il sait peindre, oui. Je pense qu'il y a un geste Il technique. sait peindre, ouais. Ils sont un peu peindre. Ben oui, mais bon, pour certains, c'est pas bon. Il n'a jamais cultivé de rancœur, hein, mon père. Non, mais moi, je suis en justice. Voilà. Donc là, lisez Dans cette scène, le formidable voilà, passage avec ce- le galeriste. voilà, où les gars, tout ça, parce qu'il y a des pantoufles, le prennent pour un artiste inspiré, et puis on voit un peu tout ce qui se trame derrière, aussi des gros sous qui vont avec, les trucs. Voilà. Alors jusque-là, on a l'impression qu'il n'y a que des avantages à porter des pantoufles. Il a eu une journée formidable, il a brillé au travail, il a brillé au tennis, il se détache, mais un petit peu plus tard dans la nuit, il a quelques problèmes, quelques soucis, et on se rend compte que finalement, pour le port de pantoufles, on peut être accusé de trouble de l'ordre public, d'incitation à la débauche, de mise en danger d'autrui, et de tentative d'homicide par empoisonnement moral. Ah oui, tout ça, il est... Tout ça, ah ouais, ouais. c'est vrai, ouais. Et il pense à son procès, d'ailleurs, il rêve à son procès. Oui, et ça peut amener à être dans une geôle, hein, les pantoufles. À un moment donné, effectivement, il fallait bien le confronter aux forces de l'ordre. De l'ordre. Force de l'ordre, lui, il n'était pas vraiment dans l'ordre qui est désiré. Donc, ça le met dans une situation un petit peu périlleuse. Mais heureusement, quand même, il va s'en sortir quand même. Hein, c'est peut-être... on peut être critique envers soi-même. Je pense que c'est peut-être le passage le plus, entre guillemets, facile. C'est peut-être le plus attendu et le plus facile. Ce côté un peu troublé de l'ordre. Est-ce que c'est une facilité dans mon livre Enfin, est-ce que c'est peut-être un point faible? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça lui permet de vivre encore des choses inédites, parce que la nuit Oui. en garde à vue, finalement, Oui. dans Oui. sa vie bien rangée d'avant, Oui, c'était pas envisageable. mais c'est vrai que ce passage, c'est peut-être un passage un peu... un peu attendu. D'accord. Oui, plus attendu, moins... Bon, ça peut pas toujours... Enfin, c'est mon ressenti d'auteur, Ouais. mais peut-être que je le laisserai quand même, parce qu'il a quand même sa justification. Mais je trouve que c'est pas forcément le passage le plus réussi. Je trouve que c'est le passage le plus attendu, je sais pas, c'est mon côté critique envers moi-même sur ce côté-là. Alors, il y a un passage qui est une parenthèse dans le roman, c'est quand tu nous retraces l'histoire de la pantoufle et de la charentaise. Ouais. Et... je sais pas, tu veux nous en dire quelques mots, et notamment la languette, l'utilité de la fameuse languette. J'ai appris ça moi, dans ton livre. Ouais, alors attention, hein, je me suis renseigné dans les encyclopédies. Oui. Depuis le temps, j'ai peut-être un peu oublié. D'ailleurs, charentaise, voilà Alors- le lien avec la... Alors oui, il y avait des... voyez, tu le raconteras très bien, toi. C'est vrai. Là, je vais vous dire, hein, Tour de raquette. là on est... Mais là, je vous donne des astuces, un peu, enfin pas des astuces, les secrets de cuisine, quoi. Je sentais qu'il était nécessaire d'avoir un côté spécialiste de la pantoufle. Il fallait que je passe un passage, parce que dans la construction du livre, c'est nécessaire. Pour la crédibiliser, pour rendre son passé, quoi, etc. Donc, du point de vue littéraire, c'était important. C'était important, ce passage. Quand je disais que le bouquin, je l'ai construit avec des scènes, je savais... alors, j'aurais pu l'amener, c'est bête. C'était un passage obligé. Dans mon petit carnet où je mets, quand je fais un bouquin, il y a des trucs que je note. Il devait y avoir, parce que je mets une étoile, tac, tel passage, tac, il devait y avoir le passage, entre guillemets, je sais pas comment je t'ai rédigé, mais je veux dire encyclopédique pantoufle, parce qu'il fallait qu'il y ait un truc. Alors je me suis renseigné sur Internet, on trouve des trucs et tout. J'ai appris des choses que j'ai zappées. Alors la languette, elle servait à quoi déjà? Alors c'est parce qu'au départ, les gens portaient dans leurs sabots Ah oui. une enveloppe, Oui, c'est et pour ça, éviter le Ah frottement oui, c'est ça. sur le coup de pied, Ouais, ouais. eh bien la languette remontait, et c'est Ouais, resté. ouais. Aujourd'hui, ça n'a Ouais. plus d'utilité, Ouais, ouais. mais c'est le design. Ce que j'ai retenu de la aussi, c'est qu'il récupérait aussi, quand il travaillait l'or, tout ça, les métaux précieux sur la semelle de la pantoufle en feutre. Donc, autre intérêt d'acheter ton Ouais. roman, Ouais. on sait On tout, apprend des choses. On sait tout sur. Alors ça, il y a des choses que j'ai un peu zappées, parce que, mais le passage, lui, par contre, vraiment, Ouais. il fallait qu'il y Ah soit pour le bouquin, c'était nécessaire. Pour qu'on la prenne au sérieux, cette pantoufle. Ouais. Romain après pour être encyclopédique. Comment? Excusez-moi. Je dis on peut après faire confiance à Romain pour être encyclopédique. Alors, moi j'ai pas forcément envie de prolonger sur la confrérie des farfelus, parce qu'il faut laisser au lecteur Oui, encore des choses. Moi, ce que je voudrais te demander maintenant,
c'est que, alors en général, quand on demande ça à un écrivain, c'est toujours non, comme si c'était une honte et quelque chose. Oui, moi alors. Le roman à message. Voilà. Et pour tous les romanciers, ah non, il faut surtout pas que l'histoire soit le prétexte à faire passer quelque chose, un discours. Moi j'assume. Je crois que je l'ai un peu dit là, même m'être répété. Mais moi, mon roman, c'est un roman dans lequel je veux faire passer un message, clairement. Par contre, non, j'aime pas le dire, je vais dire cahier des charges, non. Ouais. Dans ma volonté, c'était de faire passer un message, mais si possible, le moins lourd. Le moins lourd, pas didactique, pas lourd, dans la fantaisie, parce que je pense que c'est là où on fait le mieux passer des messages. Donc clairement, moi, c'est lutter contre une société qui ne me paraît pas assez humaine et qui est brutale. Hein. On vit dans un monde brutal. Je suis un grand sensible. Ça fait un peu comme ça, c'est vrai que je déconne en disant ça, mais si, je pense que je suis un gars sensible. Je m'en suis aperçu souvent dans ma vie, parce que sensible, mais j'entends sensible de cœur, mais sensible aussi aux détails. Est-ce que c'est parce que je suis vraiment myope et j'attache beaucoup d'importance à plein de petits détails. Et donc, des fois, il y a des gars qui me disent « Ah, tu te souviens de ça, toi ?» Je dis « Oui, je me souviens de ça. » Parce que ça m'a marqué, un détail, un geste, une parole. L'étymologie de sensible, hein, les sens. Ouais, mais je pense être... et souvent, je me suis posé la question, mais pourquoi t'es comme ça ? Et je pense que c'est peut-être bien ma vue. Je n'ai très mauvaise vue. Hein. J'enlève les lunettes, je ne vois même pas si vous êtes des hommes ou des femmes. Hein, d'ici, hein. Non, mais vraiment. Là, j'ai pas regardé qu'il y avait des lunettes, mais je suis incapable de voir qu'il y a des lunettes. Je vois vaguement du rose au premier rang, du noir, et là, je vois même pas la couleur de votre robe, madame. C'est un pantalon, bah oui. Donc je suis myope, astigmate, je deviens presbyte et j'ai un début de cataracte. Donc c'est. Mais j'ai été myope très jeune. Et je pense, comme les aveugles développent, on dit et tout, mais je pense que le fait d'être myope très fort, je me suis fixé. Tu vois, l'attention du coup c'est donc visuel, de l'écoute, des choses, je retiens peut-être. Je pense que c'est une explication parce que c'est vrai que souvent on me le dit, tiens. Je me souviens de ça. Mais c'était il y a 20 ans. Ouais, mais je m'en souviens. Donc je sais pas pourquoi je parlais de la sensibilité, parce que en tout cas je voulais faire passer un message sans que ce soit lourd. Ouais. Voilà, sans que ce soit lourd et parce que je suis affecté pas mal par des choses qui me touchent. Alors je râle des fois devant ma télé, ça et tout, mais bon, il faut bien que ça sorte quelque part. C'est sorti sous forme de livre. Si j'étais musicien, je sortirais avec de la musique. Mais je revendique le message, si. Mais je comprends aussi que certains ne veulent pas. Par exemple, Eric, lui, sa littérature, c'est pas une littérature de message. Hein. C'est une littérature. C'est pareil, de la belle ouvrage, quoi. Ça l'intéresse de parler de cette époque, qui l'intéresse beaucoup, 19e siècle. De le faire avec quand même une certaine exigence au niveau de l'écriture. Mais c'est surtout l'inventer des histoires, inventer des trucs, ça lui plaît. Quand on était gamin, on jouait aux petits soldats. Alors ils avaient 5 et 6 ans de plus que moi, mes deux frères, mais ils jouaient volontiers avec moi. C'était sympa, parce qu'avec 5-6 ans, on s'est toujours bien entendu. Et c'était Eric qui faisait tous les scénarios, des petites histoires. Derrière la maison de mes parents, il y avait une cour en béton un peu. On dessinait la ville, et on faisait manier les personnages, et c'était lui qui avait toujours le scénario, c'était toujours la petite allée qu'on avait dessinée, les châteaux qui étaient au bout, c'était toujours les méchants qui étaient là, hein, donc, mais bon, il y avait le scénario. Les scénarios étaient là. Mais ils faisaient les scénarios. Après, alors on jouait aux petits soldats ou on jouait en nous? Parce qu'on jouait en nous, on était les personnages, quoi, donc on avait les pistolets, ça, et c'était toujours lui qui faisait les scénarios, il a toujours adoré inventer des histoires. Moi, les histoires finalement, je m'en moque un peu. Je rêverais d'écrire un livre sans absolument aucune histoire. J'en suis pas capable. Mais il y a des gars qui sont capables de ça. Quand je vois François Bon qui écrit un bouquin qui s'appelle Paysage Fer, qui décrit son trajet de Paris à Nancy, où il fait des rencontres ou littéraires, je sais pas, sur 6 mois, et c'est le même trajet, et à chaque fois c'est un détail en plus qu'il va rapporter. Telle maison de garde-barrière, telle enseigne de magasin, il repasse devant, il a vu un détail en plus. On se dit, un bouquin comme ça doit être barbant, enfin. Et moi, j'ai eu grand plaisir à le lire parce que c'est chaque détail, leur importance et renvoie à des choses, et il arrive à faire, moi je trouve qu'il arrive à faire des choses de vraiment littéraires et intéressantes là-dessus. Pourtant, il n'y a rien. Un paysage au bord de ligne de chemin de fer, tous les paysages ne sont pas comme ici. Ici, c'est beau, ouais. Du coup, c'est un peu comme les tableaux. Oui, un peu, voilà. Voilà, c'est très subjectif. Oui, ouais.
C'est vrai. Une deuxième question autour de la revendication. Donc le roman à message, tu nous as dit oui. Et ensuite, ton livre, il fait tellement du bien, il est tellement confortable qu'on pourrait le classer dans la fameuse catégorie des FGB, Feel Good Book. Alors ça, en France, on a presque l'impression que c'est une insulte et finalement que c'est une sous-littérature. Ça se vend beaucoup, mais finalement en librairie, en bibliothèque. Alors moi, on m'accuse parfois souvent de conseiller des livres sur des histoires sombres, sérieuses. Et tu vois, est-ce que finalement, comme si on pouvait pas écrire un bon livre avec une vraie langue travaillée, comme c'est le cas dans le tien, mais un roman qui fasse du bien, qui soit léger. Donc ça aussi, tu le revendiques. Oui, mais je pense que quand même l'enjeu c'est le style et l'écriture. Avant tout ce qui peut être raconté. C'est le style et l'écriture, une perception de ce que tu vois, ce que tu veux traduire. Tu peux avoir des bouquins feel good book, qui sont écrits avec les pieds. J'en ai ouvert moi des fois, des premières pages, quand je vois pas, je vais dire que ça cartonne. Oh, c'est écrit avec les pieds, clairement. J'ai des gamins, moi je suis un stit, j'ai des gamins de CM1 et CM2, j'écrirais presque aussi bien. Donc moi je pense beaucoup quand même au style, quoi. Après, ce que tu racontes, ça peut être... Alors, une chose est sûre quand même, c'est que je pense qu'il est quand même moins évident, je pense, d'écrire un bouquin drôle, avec de l'humour. L'humour, c'est difficile. L'humour, c'est difficile. Oui. Parce qu'il faut tenir sur la longueur, Ouais. et je pense qu'il ne faut jamais être vulgaire, parce que l'humour, ça se marie mal, enfin, de toute façon, la vulgarité se marie avec rien. Ouais. Mais on peut plus facilement tomber dans un travers vulgaire avec un livre drôle qu'un livre triste, tout ça. Et c'est vrai que la vie est pas si marrante que ça, donc on a plus tendance à vouloir écrire des choses tristes. Moi, c'est vrai que j'ai pas écrit souvent des choses tristes, j'écris plutôt des choses, j'en ai écrit pas mal, des choses drôles. Mais bon, il y a des gars qui ont écrit des trucs drôles, mais 1000 fois mieux que moi. C'est un bouquin de Jacobs, l'auteur, Les Amours du Capitaine Marin, un bouquin écrit par un Anglais. Dans les fin du 19e siècle, un truc, mais poilant, un équipage qui part à la recherche de la copine du capitaine qui s'est barrée, donc ils repartent à la recherche en Angleterre. Mais un truc, un humour, mais fin, mais... Et les mecs sont doués. Ah, oui. De toute façon, tu ne peux pas te sentir mal avec des charentaises. Non, de toute façon... Mais donc moi je revendique, oui, qu'on se sent bien après le bouquin. Ça c'est sûr que c'est pas un bouquin où on va se dire oh la vie et tout. Non, je pense ça mais c'était le but, c'était de rebooster si possible, un peu les gens. C'était mon envie, c'était de lutter, mais lutter dans la bonne humeur quand même. Et d'ailleurs j'ai d'autres bouquins, c'est pareil, le Zilien qui se passe dans le milieu de l'éducation nationale, j'ai dit que c'était un glandu et tout ça, mais c'est pour un petit peu critiquer On n'a pas forcément précisé que tu étais enseignant, oui, une classe de CM1. Une classe de CM1, donc. Et c'est vrai que j'ai vu tellement de choses. C'est un métier, moi je pense que du bon sens, beaucoup de bon sens, quand même, t'as affaire à de l'humain, donc il faut du bon sens. Et puis un peu de sérieux, quoi. Bon, les gamins, il faut leur donner à manger, tu vas pas arriver en classe, tu fais rien, quoi. Enfin, c'est un peu de rigueur. Et puis c'est tout. Et ben maintenant, quand tu vas à une animation pédagogique, j'ai l'impression d'être complètement débile, moi. Je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Alors que moi, mes gamins, ils bossent. Je fais même au-delà du programme. Parce que maintenant, ils ont abandonné l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, le COD avant. Ça, c'est fini. Ah non, interdit d'enseigner en élémentaire. Moi, je l'enseigne, parce que je vois pas... Après, les gamins, ils s'inscrivent que dans la tête, quand il y a auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Et puis après, le nombre de fautes qu'on peut voir dans des textes de... Donc non, moi, je bosse, mais je maintiens qu'il n'y a pas besoin de faire des projets pédagogiques, ceci, cela. L'important, c'est une bonne ambiance dans la classe. Que le gamin ait pas trop envie de pleurer en venant à l'école. Parce que moi, c'est le premier truc que je leur dis quand ils arrivent dans ma classe, je leur dis « Alors, vous êtes content de rentrer ?» Ah ça, ouais, non, bah moi non. Je fais une tranche de 6 pieds de long, comme ça, ah bon? Le mec il nous dit ça, je dis bah oui, c'est pas marrant de bosser les gamins. Je dis c'est pas marrant, mais on va essayer de faire une année quand même à peu près sympa, quoi. Donc déjà on va essayer de pas faire trop de bruit en classe, parce que si on va être épuisé, le soir on a mieux à faire que une longue journée de classe. Je sais pas si les pantoufles pourraient être étudiées en classe, mais en tout cas c'est le type de livre qui... On en parlait tout à l'heure de Marie-Hélène Lafont et de presque ce rapport sacré à l'écriture comme quelque chose de grand. Et finalement, les élèves perdent tout le rapport ludique
et amusant qu'il peut y avoir avec la littérature et le... finalement, est-ce que on n'en fait pas pour les élèves quelque chose de tellement grand qu'ils s'y attaquent pas par si, je pense on fait trop peur avec la littérature. Marine Lafont est quelqu'un qui a un style formidable, une exigence d'écriture. En plus, quelqu'un que j'ai rencontré. À un moment donné, j'organisais un salon du livre et je l'avais invité parce que j'aime beaucoup son écriture. J'aime moins son dernier. On en a parlé. Ouais. Mais elle a fait des bouquins qui sont très 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 bons. Et par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un, quand elle parle de l'écriture, on a l'impression effectivement que c'est sacré et puis que c'est... on rigole pas avec, hein. Non, on peut parler, je pense, simplement de l'écriture. Moi, j'ai d'exigences sur mon écriture, mais je vais pas être là... je sais pas, non, j'ai pas envie d'être trop sérieux avec quand même. Même si peut-être je l'ai été, je m'en rends pas compte en fait. Mais j'ai pas l'impression d'être quand même comme Marine Lafont qui... ça plombe un peu l'ambiance. Hein. Pourtant, elle écrit très bien. Moi, je trouve... Puis elle dit des choses intelligentes. Hein. Ça veut pas dire qu'elle dit n'importe quoi quand elle parle. Mais moi, ça me plombe le moral. Tu vois, par exemple, Jean-Philippe Toussaint, je le trouve plus sympa quand même. Ouais. Même si il a une exigence aussi de l'écriture. Mais il a... Et puis alors, il y a d'autres auteurs. Par exemple, Eric Holder. Pauvre Eric Holder qui est décédé il y a 2 ans. Et c'est un gars... Donc, tous les noms que tu cites, c'est ton équipe de France, des écrivains. Ouais. Eric Holder qui est mort. Moi, j'aurais aimé sinon. Ouais. Et Eric Holder, il avait dit une chose une fois, et je crois qu'il le tirait d'André d'Hôtel. Mais il avait dit écrire, c'est se baisser, se mettre au ras du sol et observer. Et j'aime bien cette vision d'écriture. On n'est pas grand-chose. Il ne faut pas être là du haut de son truc. On se met au ras du sol, on change déjà de point de vue. On n'est pas dans la vie courante. On change pour se remettre en question soi-même déjà. Donc quand on est au ras du sol, déjà, toi-même tu te dis, je suis pas... Et t'observes avant d'écrire. T'observes et tout. Ce gars-là, pour moi, Eric Holder, au niveau d'écriture... Alors, surtout dans ses nouvelles. D'ailleurs, il m'avait confié d'ailleurs que ses romans, c'était plus pour... parce que les éditeurs voulaient... Ils préfèrent écrire des nouvelles, Eric Holder. Et les recueils qu'il a pu faire aux dilettantes... La belle jardinière, les sentiers délicats et tout, au niveau de l'écriture, purée. Est-ce qu'un jour j'arriverai à écrire des choses aussi Mademoiselle Chambon, son roman le plus connu, qui est d'une justesse. C'est d'une finesse dans les... Et d'ailleurs, il était très... Parce que je savais pas, il était venu à Ozoir, et il était venu à la maison et tout, et il disait que Mademoiselle Chambon, il était très content de l'adaptation. Il a dit, moi, j'ai rien à redire, ils ont fait top. Par contre, il était nettement moins content de l'adaptation de Bienvenue parmi nous. Ouais. Il n'était pas content du tout. Et puis l'autre, moyennement, comment il s'appelle L'homme de chevet, avec Sophie Marceau et Christophe Lambert. Ouais. Mais par contre, Mademoiselle Chambon, avec Vincent Lindon et Sandrine Kémerin, il trouvait que le bouquin, là, il avait été superbement adapté. C'est vrai que c'est un bouquin hyper délicat. Sur les rapports de classe, voilà. Les rapports de classe, cet ouvrier maçon, cette institutrice. Le regard des autres, comme dans les pantoufles. Oui, il y a une finesse. Et puis alors, l'écriture d'Eric Holder, ça, un gars qui chopait les mots croustillants, les mots rares, les mots sans être encyclopédique dans ses bouquins. Il te glisse un petit mot et puis une écriture. Là. Je m'engouffre dans la brèche, tu as parlé d'adaptation. Oui. Moi, j'avais noté là au théâtre ou au cinéma, les pantoufles, ça pourrait donner quelque chose de sympa. Tu n'es pas le premier à me dire ça. De propositions Non, pas encore. J'espère que j'aimerais bien, ça serait bien. Mais beaucoup de gens m'ont dit ça. Ils m'ont même suggéré des acteurs. Et parmi tous les acteurs qu'ils m'ont donné, moi je verrais bien Denis Podalides dans le personnage. Bien sûr. Ouais. Alors, pour la petite confidence, il se trouve que Denis Podalides, là, il a mis en scène et il devait le jouer au mois de janvier, il va le jouer au mois de novembre au théâtre à Paris, un petit texte de Jean-Philippe Toussaint, La disparition du paysage. Et je vais y aller. J'ai la chance de connaître bien Jean-Philippe Toussaint, donc il a fait la préface et tout. Et je vais demander à Jean-Philippe si je peux aller dans les loges, puis discuter, et j'offrirai mon bouquin à Denis Podalides parce que je lui dirais que ça me plairait bien qu'il soit... Alors c'est vrai que le bouquin, lui, par contre, il a déjà un succès parce que, je le dis, c'est pas encore officiel et tout, mais il paraîtra en folio Gallimard. D'accord. Je suis content, le contrat est signé. Il aura une deuxième vie. Il aura une deuxième vie, et il va élargir le public, et puis les lieux où il sera, c'est merveilleux. Même si j'aurais toujours,
serais très content de continuer le parcours avec les éditions d'Arbre Vengeur, qui est un très chouette éditeur. Ils sont... Moi j'ai une dernière question, il y en aura peut-être ensuite dans le public, c'est après avoir écrit Les Pantoufles, eh bien qu'est-ce qu'on écrit? Un livre si particulier? Est-ce que tu as déjà quelque chose en route, un projet d'écriture ou d'autres projets tout court d'ailleurs? Disons après Les Pantoufles, je sais que j'ai un autre roman qui a été écrit avant Les Pantoufles. D'accord. J'ai dû envoyer à 2 éditeurs et puis je me suis arrêté. Bon, l'auteur refusé, mais je pense pas lu. On le sait maintenant, on voit comment ça tourne les choses. Bon, j'en ai écrit un autre depuis, humoristique, mais pas du tout comme Les Pantoufles, pas dans le monde vraiment, c'est plus imaginaire. Mais je pense pas que ce sera celui-ci qui paraîtra après Les Pantoufles, c'est celui que je suis en train d'écrire, je pense. D'accord. Il me reste une 20aine de pages à écrire, c'est-à-dire 3 mois de travail. Confie à ton frère, ton frère va écrire la fin. Mais c'est un bouquin plus intimiste, mais qui parlera à beaucoup de monde, parce que le sujet parlera à beaucoup de monde. Mais bon, je ne peux pas en dire plus, quand c'est pas fini, j'ai le titre, j'ai tout. Je pense que c'est bien le bouquin qui serait bien pour... Parce que c'est délicat, parce que je disais, il y a le geste d'écriture, mais donc il y a la publication. Il faut enchaîner vers un bouquin qui a eu quand même quelques échos. Il ne faut pas décevoir, il faut choisir le bon bouquin qui peut aller derrière. Ensuite, au niveau des éditeurs, l'Arbre Vengeur, clairement, c'est pas dit qu'ils me le prennent, parce qu'ils fonctionnent vraiment au coup de cœur, et ils publient peu. Donc comme ils publient 20 livres par an, mais dans les 20 bouquins, il y a à peu près 12 rééditions d'auteurs disparus ou autres, mais qui rééditent des bouquins. Il y a très peu de suivi d'auteurs chez eux. Donc c'est pas dit que le prochain soit l'Arbre Vengeur. Je leur proposerai, parce que moi je suis fidèle aux éditeurs, mais s'ils le prennent pas, bon. De toute façon, je pense que j'aurai moins de mal maintenant à trouver un éditeur. Simplement le nom Foissier, parce que apparemment Eric, ça prend de l'ampleur. Ça prend une sacrée Et pente. c'est pas fini probablement. Je pense que là, être... clairement, ils nous ont dit déjà chez Albin Michel, on fera minimum 100 000. Là, je pense que ça va bien marcher pour lui. Donc finalement, le nom Foissier, en plus on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Je pense que j'aurais moins de mal à trouver un éditeur, ça c'est sûr, parce que moi à chaque fois Tu sais imiter sa signature pour oui, un peu. à sa place. Non, mais c'est sûr que ça aide, c'est un monde commercial, les éditeurs. Alors, il y a des éditeurs qui sont moins attachés à l'aspect commercial. L'Arbre Vengeur, ils publient coup de cœur. Des grosses maisons comme ça, dès que ça commence à monter à Paris, les grosses maisons, il y a plus d'aspect commercial qui rentre en jeu. Si Foissier, lui, ça cartonne, moi, Foissier, ça marchera mieux pour un autre éditeur. J'ai déjà été approché par d'autres éditeurs. Et coécrire, c'est inenvisageable. Avec Eric ? Ouais. Pas pour le moment. Ça m'avait déjà traversé l'idée de dire peut-être un jour un truc... après, va savoir, ça soit un éditeur nous demandera... Est-ce qu'il y aura un message? Est-ce qu'il n'y aura pas de message? Ouais, puis je sais pas, on peut pas trop ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que je m'entends... Enfin, avec le frangin, on est... Genre, rien ne peut nous faire qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Donc le succès d'Eric me remplit de joie. Mon succès, plus humble que le sien, pardon, le remplit de joie aussi. On est alors donc tout ce qui peut. On va faire une signature commune. Par exemple, c'est au mois de septembre, je sais plus, enfin novembre. On doit faire une signature commune à Pitiguet, dans une librairie qui m'avait d'abord demandé à moi, et puis après quand ils ont vu qu'il avait pris des... Ils m'ont demandé est-ce que le frangin peut venir, je lui ai dit Eric, tu peux y aller. De toute façon, j'ai dit à certains libraires, vous m'avez invité, mais alors, si jamais le frangin il cartonne, il viendra chez vous aussi. Parce que c'est important, je pense. Ils prennent des risques en faisant venir un auteur qui ne marche pas forcément d'enfer, ou ils ne sont pas sûrs de signer plein de bouquins. Donc s'il y a moyen de faire venir un auteur qui est... Bon, après rien n'est fait, la maison d'édition, et puis l'édition, c'est comment c'est, des fois ça part, et puis d'un coup, boum. Mais si jamais c'est Ayrton, ils ont l'air de penser, Albin Michel, je pense qu'ils connaissent à peu près quand même comment ça marche. Il va être affiché bientôt dans le métro, dans les trucs comme ça. C'est prévu pour la première semaine de juillet, ou deuxième semaine, je sais plus. On sait bien que ça marche comme ça. Là, je suis passé dans les reléages. Il y a 10 jours, il n'était pas encore dans les reléages. Je dis tiens, il n'est pas dans les reléages, dans les gares, et tout. Et là, ça y est, maintenant ils l'ont mis dans les reléages. Dans 10 jours, il y sera. Ouais. Ah il y est, il y est, ça y est. Là, j'ai vu qu'il est dans tous les reléages, ça y est, c'est la grosse machinerie. Ce qui moi, j'ai besoin quand même d'humain. Donc, avoir l'éditeur qui pourra correspondre. Après, il y a des éditeurs qui sont un peu intermédiaires. Bûcher-Chastel, des éditeurs comme ça qui sont. Je sais que Bûcher-Chastel, elle m'a contacté
suite à la lecture des pantoufles, pour dire qu'elle avait adoré tout ça et tout, qu'elle était ouverte à toute proposition. Ouais. Pascal Gauthier, je crois. Il faudra plus dire de mal de Marie-Hélène Lafont. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est pas de mal. Non, Marine Lafont, la preuve, Non, c'est une plaisanterie. Mais c'est vrai que son dernier m'a un peu déçu par rapport à ce qu'elle avait fait avant. Ouais. Mais il faut dire, des fois, quand on monte là, c'est dur de se maintenir là-haut. Ouais. Björn Borg n'est pas resté numéro 1 mondial toute sa vie. Hein. Bah parce qu'il a pas. John McEnroe est arrivé. Il n'avait pas de pantoufles. et Platini et Zidane sont pas. Il y a un moment donné où on redescend. Ouais. Et je pense que là, il y a de la qualité dans son lien. Mais il m'a déçu par rapport à l'annonce, par rapport à Joseph, par rapport à l'histoire du fils, m'a un peu déçu. Est-ce qu'il y a des questions Je peux peut-être parler public. Ah oui, bien sûr. D'un ou deux livres. Oui. Bon, je vais aller. Et puis c'est vrai que certains, à moins que vous en ayez marre. Ouais, Ah oui, ils en ont marre. On va arrêter. Non, vas-y. Non, mais très vite, parce que après tout, comme je vais les sortir après, Ouais. j'ai apporté donc le Zilien, donc là, présenté par Jean-Philippe Toussaint, qui se passe donc dans le milieu de l'éducation nationale. Et alors là, le personnage est vraiment cousin de celui des pantoufles. Donc voilà, c'est un roman humoristique, on pourfend un peu l'éducation nationale. Mais ça se passe dans l'éducation nationale, mais ça pourrait se passer dans n'importe quelle entreprise où on emploie les termes un petit peu barbares et où en fait il y a une hiérarchie, puis il y a un système, où il y a un système, voilà, rien que le mot système. Ouais. Il y a celui-ci qui se passe, un fragment d'un fait d'hier. C'est en fait basé sur un fait divers réel, l'assassinat de Laetitia Tourreau dans le métro parisien en 1937, un meurtre très mystérieux. Elle monte dans la rame du terminus du métro. Elle est toute seule, tous les témoins s'accordent à dire qu'elle est toute seule. Le wagon arrive à la station suivante, les gens rentrent dans le wagon où elle est, et elle s'abat au sol, elle a un couteau planté dans la nuque. Donc mystérieux. Ça se passe sur les bords de Marne, elle fréquentait les guinguettes, donc c'est prétexte ce livre-là à reparler de l'ambiance des guinguettes des bords de Marne et tout ça, de chez Gégène, etc. J'ai habité pas loin des bords de Marne, donc ça me plaisait de parler de ça. Et ce qui me plaît beaucoup dans la construction de l'histoire, c'est que les passages au passé de 1937, parce que je reviens sur l'enquête et tout, sont écrits au présent. Et les passages actuels du personnage qui fait une enquête parce qu'il recherche ce que sa grand-mère connaissait, c'est pour ça qu'il fait enquête sur ce meurtre, parce qu'il voulait savoir quel secret partageait sa grand-mère avec cette femme, sont écrits au passé. Donc les deux périodes se mélangent comme ça. Les temps de conjugaison sont importants quand on écrit. Et celui-ci qui se passe en Grèce, sur l'île de Naxos, en Grèce. Le personnage principal a vécu quelque chose de douloureux avec son épouse. Et donc, on ne sait pas encore trop ce qu'il a vécu, mais il décide de partir. Il veut partir en Inde. Il décide de partir en Inde, et finalement le hasard le conduit finalement sur l'île de Naxos, dans les Cyclades, en Grèce. Et là, au contact des Grecs qu'il va rencontrer, un peintre qui peint sur du marbre, un serveur de taverne, un pêcheur, etc., il va se reconstruire petit à petit. Là, comme on dit, il feel good. Là, oui, mais pas avec le style des autres. Là, c'est un roman, je parle de Nikos Kazantzakis dedans, je parle de Vassis Alexakis, de plein de choses. C'est un roman écrit au présent parce qu'il fallait un temps simple, un temps propre pour ce livre-là. C'est vraiment, c'est l'eau, il y a l'île, la terre, l'élément liquide. Cet homme qui se reconstruit avec des choses simples. Et alors, les 2 meilleures pages que j'ai écrites dans ma vie sont dans ce livre, c'est les 2 dernières pages. J'ai trouvé, pour terminer ce roman, une astuce stylistique, de construction stylistique. C'est pas seulement le style, ça c'est la construction. Tu viens de me le vendre, là. Bon. Je le signale, ouais. C'est Ah ouais. T'en as combien Bah, j'en ai 3. Mon père m'a dit c'est les 2 meilleures pages que tu as écrites de ta vie aussi. Et mon frère aussi, il dit ce bouquin-là, c'est... Par contre, la couverture ratée, parce que j'avais fait une photo en Grèce. Ça, c'est une photo que j'ai faite en Grèce d'un gars qui était sur une taverne. On voyait les chaises bleues et tout. Et finalement, l'éditrice avait rapproché. Je trouve que, en plus, c'est un personnage assez vieillissant, assez vieux. Alors que le personnage n'est pas forcément vieux. Mais du coup, je trouve la photo et c'est dommage. Mais par contre, le bouquin, quand j'ai terminé ces 2 pages, j'étais en Dordogne. Quand j'ai écrit les 2 dernières pages, je le tiens, mon bouquin. Tu sais, il y a des fois, pas toujours, hein, on doute beaucoup quand on écrit. T'es bien dans tes pantoufles. Mais là, j'étais bien dans les pantoufles. Quand j'ai écrit les 2 dernières pages, tu les as réussi, c'est ce qu'il fallait faire pour terminer le bouquin. Et puis alors, le dernier que j'ai apporté, mais bon, c'est pour comme ça, hein, parce que je me suis dit, peut-être certains ont peut-être déjà acheté les pantoufles et veulent découvrir autre chose. Donc, le dernier, il est... Ah ben non, ça c'est mes chaussures. Il est là. Bon, il est où? Oh, voilà!
bougé déposer mon sac chez quelqu'un qui m'a voilà, il est là. Donc là, c'est chez l'éditeur. Ah, ça sera pour mettre des marques. C'est chez Quadrature qui publie donc que des recueils de nouvelles. Et là, c'est un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Petite foulée au bord d'un canal. En fait, j'ai parcouru à pied pendant 3 jours sur son intégralité le canal de Briard. C'est un canal qui va de Montargis à Briard, au bord de la Loire, enfin avec le pont canal qui passe au sud de la Loire. Ça fait 54 km de long. Je l'ai fait en 3 jours avec mon épouse. Et puis ça m'a donné envie d'écrire sur ce canal. Donc chaque nouvelle porte le nom d'une des écluses du canal. Écluse du Moulin de Tours, écluse du Souffre-douleur, écluse de la Sablonnière. C'est un recueil à la fois bucolique, poétique pour certaines nouvelles, d'autres humoristiques. Ce qui m'a plu, c'est de jouer sur les 2 dimensions du canal, la longueur, mais aussi ce qui est très jouissif, c'est aussi sur la transversalité d'une rive à l'autre, parce que ça peut paraître très proche, à 5 mètres, la rive. Et c'est un monde, 5 mètres de l'autre côté. Il y a même une histoire d'amour qui se finit mal, quelque part, parce qu'il faut quand même aller à l'autre écluse pour aller de l'autre rive. Et donc, il y avait un jeu d'accent, d'écriture qui me plaisait bien. Donc c'est un petit recueil d'une nouvelle très courte, mais voilà, donc je suis assez content. J'en apporte aussi quelques exemplaires, donc ça, voilà, c'est aux éditions Quadrature. J'espère voilà, que tu vas être dévalisé. Ça, c'est... Merci de cette peu importe, j'ai ouais. le plaisir à être ici, et donc... Alors, des questions ou pas dans le public? Bah non, on est séduite. Non, ils sont Ouais. Alors avant de passer au temps de la dédicace et des emplettes pour notamment les autres livres que les pantoufles, moi je voudrais, Luc Michel, te remercier particulièrement parce qu'il y a quelques jours tu as connu, je pense, ce qui pour moi est la pire épreuve qu'on peut connaître dans une vie, et je t'ai proposé qu'on reporte, qu'on annule. Et je suis super content que tu sois venu. Et ça me fait plaisir aussi. Ça me fait que tu aies le sourire, que tu partages cette bonne humeur des pantoufles avec les gens dans ce moment-là. C'est un moment dont je me souviendrai. Et voilà, si les gens peut-être aussi se souviennent de toi, ce sera pour ton roman, mais pour le moment que tu es venu partager avec eux dans ce moment-là. C'est chouette. Donc bravo et merci. Merci. Bah, j'ai perdu ma maman il y a une semaine. Voilà. Vendredi, et Luc Michel a le courage de venir alors que les obsèques seront lundi. Mais ma maman m'aurait dit de venir ici. Elle se réjouissait de toute mon aventure littéraire. Elle savait que je venais ici, donc moi je suis content. Je suis désolé là. Bravo. Non, il n'y a pas de bravo. Le plaisir il est pour moi parce que je suis vraiment content. Je sais que tu aimes la littérature. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bon, là, un petit coup de mou, mais ça va, là, je veux pas vous... Non, ben, ça arrive. Bon, de toute façon, elle a bien vécu, elle avait 88 ans. Elle m'a toujours dit, j'ai été heureux dans ma vie, moi je pars, je suis contente. On savait qu'on s'y attendait, bon, c'est toujours douloureux. Bon, mais voilà, mais... Donc demain, il y a un concours de pantoufles. Je suis en pleine forme, tout va bien. Pour se remonter le moral. Ouais. Je disais tout à l'heure qu'on m'accusait de faire des choses autour de livres trop sérieux, trop graves. Donc là, on se met au niveau 0 de l'autodérision. Ouais. Il y aura un exemplaire dédicacé des pantoufles à gagner demain à la bibliothèque de Pujol pour les chaussons les plus beaux. Bravo à toi. Merci, bravo à vous d'organiser tout ça. Merci à toi. Mais moi, il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est dans la Genèse, là, vous dites juste que c'est les pantoufles qui étaient dans la table de nuit. Moi, j'ai l'impression que nous, on a tous... Enfin, moi, j'ai rêvé quand j'étais gamine que je partais en pantoufles. Ce qui était... ça me réveillait, quoi. C'était... mais... Mais tu rêvais dans le bon sens? Non, c'était pour moi le cauchemar, le disruptif, quoi. C'était l'idée de partir en pantoufles, c'était le truc qui allait... l'horreur, parce que j'étais dans un moule et qu'il fallait rester dans ce moule-là, quoi. Et justement, cette idée là, bon, j'avais dit à Romain, en plus, moi, avant de lire le livre, je l'ai dit, mais moi, je sais que ça m'arrivera. Mais ça m'est arrivé. Mais ce que vous me dites là, c'est marrant parce que beaucoup de personnes ont cette peur-là, ou ont vécu cette peur-là. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, moi aussi. Ouais. Alors il y a ça et ça, d'autres où c'est sans les sous-vêtements ou en pyjama. Mais il y a beaucoup de gens. Mais je pense qu'en fait, si on y réfléchit bien, c'est quelque chose. En fait, c'est je quitte mon chez-moi, mon confort, ma protection, là où je me sens, où finalement la société va pas me taper dessus, quoi.
Et on va un peu à l'aventure, hein, à chaque fois qu'on sort de chez soi, quelque part un petit peu. Bon, heureusement, il se passe jamais, enfin, pas souvent des choses dures. Mais c'est cette peur-là, je pense, qui revient dans ses rêves, dans ses cauchemars qu'on peut faire, ou dans ses pensées qu'on peut avoir. C'est un peu peut-être l'envie de fantaisie que... Peut-être aussi, il y a peut-être aussi cette part où on va se libérer un peu de... Oui, c'est possible aussi. Mais pas mal de personnes m'ont raconté des choses similaires. Et puis, moi, peut-être aussi j'étais inspiré par mon frère un jour aussi. Alors lui, un jour, il se lève le matin, prend son petit déjeuner, tout ça, il prépare ça, il était au lycée à l'époque, il prépare son... Là, il s'habille, tout, il sort, tac, il marche, il va au lycée. Il fait bien sombre. Il regarde sa montre, il était 3h du matin. Il croyait que c'était l'heure, il s'était réveillé, il croyait qu'il était 7-8 heures, il était 3h du mat. Et quand ton frère sera à 100 000 ventes, il faudra... Alors, c'était pas lui, c'était l'autre frère, ouais, d'accord. Non, voilà, on nous arrive tous. Moi, bon, pas trop. Si, quand j'étais gamin, par contre, j'étais parti à l'école élémentaire, où on commence à vouloir être grand un peu, mais j'avais oublié la ceinture de cow-boy. Ah, ouais. Alors, quand t'arrives devant l'école, tout d'un coup, t'as encore les flingues et les il joue au cow-boy. On veut être grand, je dois avoir 7-8 ans, mais je joue encore au cow-boy, évidemment. J'ai fait pire, je suis allé volontairement à l'école avec des suites Dragon Ball Z, quoi. Ah oui, non, mais c'est... Ouais, On repasse au temps de la dédicace. C'est grand plaisir. C'est parti. Je lâche les mes côtés. Je t'en prends. Pose là. Ouais. Il y en a 3 de chaque. T'as 3 de chaque. Mais il y en a oui. Les deux meilleures pages, c'est dans celui-là. J'aimerais bien, déjà celui-là. Vas-y. Ces deux-là, j'aimerais bien moi. Eh ben, Si vous les avez, moi je veux bien ces deux-là. par contre, ceux-là, ils seront réglés directement. Oui, bah oui, Ben, celui de la crèche, je le voudrais. Ah. Non, il n'y en a plus. Ça y est, ils sont déjà C'est-à-dire vendus. que ça y est, il y en a plus, mais il y en a un pour toi. Ouais. C'est pas pratique. Alors, Du coup, j'avais mon bouquin. Ah, moi, celui-là. Julien. Oui. Et mon bouquin.